vos amis, tous vos amis, messieurs, qui peuvent agir avec le mot dièse ZenPP. Et avant d'en venir à vous, Alba, nous accueillons Stéphane Le Foll. Vous avez une belle chanson de Johnny Hallyday pour votre entrée. On a soigné les choses. Bonsoir, monsieur Le Foll. Vous êtes en campagne pour devenir le futur patron du PS. On va en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est Alba qui a des choses à vous dire. Mais elle a des choses à vous dire juste après avoir parlé un peu de la droite, si ça vous ennuie pas. Oui, je veux bien, on parle un peu de la droite. Elle fait ce qu'elle veut, voilà, pour décider à sa place. Vous savez que les Républicains, après les socialistes d'ailleurs, se demandent s'ils ne vont pas mettre en vente leur QG, leur quartier général, le siège de LR, l'ancien siège de l'UMP, ce grand bâtiment rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris, qui avait été choisi à l'époque par Xavier Bertrand d'ailleurs. C'était un ancien parking, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et alors c'est immense, il y a 10 étages, 5500 mètres carrés pour seulement 70 salariés aujourd'hui. Oui. Si vous faites le calcul, ça fait environ 80 mètres carrés par personne. Autant dire qu'on est à l'aise. Un très grand bâtiment qui avait coûté une fortune en travaux. Les Républicains sont d'ailleurs toujours endettés à hauteur de 55 millions d'euros. Ah oui. Donc c'est le problème, c'est pourquoi Laurent Wauquiez a pris le dossier à bras-le-corps. Il va voir les banques là d'ici la fin du mois. Alors louer ou vendre. En tout cas, LR devrait à terme déménager dans un endroit plus petit, moins onéreux. Et apparemment, ce sera sans regret, tellement cette adresse porte la poisse. Depuis que la droite s'y est installée en 2011, il y a eu la défaite de Nicolas Sarkozy, il y a eu la guerre Copé-Fillon, il y a eu l'affaire Big Malion. Bref, que du bonheur. On comprend que Wauquiez souhaite tourner la page. On passe à votre bonus, Alba. Oui, parce que ça se précise, figurez-vous que le livre de François Hollande est attendu autour du 11 avril. C'est subtil, mais... On arrive petit à petit à Stéphane Le Foll. Donc le livre... Place du garage. Il est attendu autour du 11 avril. Alors pour l'instant, il a un nom provisoire, Les leçons du pouvoir. Vaste programme. Ouais. Il y sera autant question... C'est vendeur, comme ouais, vraiment. Il y sera autant question de dialogue social que des négociations avec la Grèce. Enfin, toutes les expériences du quinquennat de François Hollande. François Hollande qui a choisi des verbes en tête de chapitre. Alors il y aura négocier, il y aura faire, c'est ce que racontent ses amis, auxquels il a fait lire certains des passages. Le livre de l'ancien président sortira un peu avant mi-avril, donc juste après le congrès du PS, qui se tiendra les 7 et 8 avril, pour un peu y venir percuter la grand-messe des socialistes. Vous allez l'acheter, ce livre, Stéphane Le Foll? S'il sort, on verra. Moi, j'en ai sorti un déjà. Quel enthousiasme! Non, mais écoutez, j'apprends non seulement le titre, les mots utilisés, provisoire, le côté, la sortie le 11 avril. Il vous l'a pas fait lire avant? Non, absolument pas. Vous n'avez pas eu le droit de... Je sais pas d'ailleurs s'il a lu le mien. Mais vous lui avez dédicacé? J'ai envoyé un, bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais vous dire à propos de l'achat. Si vous l'envoie pas, c'est pas bon signe pour vous. C'est le minimum quand même. Ça, c'est encore à voir. Hein? Vous avez des contacts avec lui quand même? Mais bien sûr que j'ai des contacts avec lui. Mais j'ai pas pour autant à ni savoir ce qu'il a envie de faire, ni ce qu'il écrit, ni à participer à quelque écriture que ce soit. Mais ça peut être important pour vous qui briguez la tête du PS, l'expérience de Hollande? Moi, ce qui est important pour la tête du PS en ce qui me concerne, c'est mon expérience. D'accord. Voilà. Donc l'expérience de Hollande, c'est important pour François Hollande. L'expérience qui est la mienne, c'est important pour moi. Ok. Alors, justement, chacun dans son couloir, d'accord. Justement, Alba, est-ce que Stéphane Le Foll, c'est logiquement le candidat de François Hollande? Alors, on pourrait se dire que logiquement oui, mais ce que l'on entend dans l'entourage de François Hollande, c'est qu'il y a un candidat de trop. Entre vous, Stéphane Le Foll, et Olivier Faure, deux héritiers de Hollande, dit-on. L'un a été son directeur de cabinet, ça c'est vous, et l'autre a été son directeur adjoint de cabinet, ça c'est Olivier Faure. On dit de vous que vous êtes sur la même ligne politique. On dit qu'Olivier Faure est moins pugnace, moins flamboyant, mais qu'il réussit à faire travailler ensemble le groupe PS à l'Assemblée nationale. Vous êtes perçu comme plus énergique, comme plus dynamique, mais aussi plus tranché. Qui est le plus rassembleur? Est-ce que c'est la question que vont se poser les militants du Parti socialiste qui voteront les 7 et 8 avril? Qui aspire à avoir la paix? Ces militants aimeraient bien que les querelles cessent. Alors c'est de tout ça, j'imagine que vous allez parler avec nous allons en parler. Ah mais vous arrêtez là. Tout de suite, oui. C'est ce qui s'appelle un... Elle est maligne. Que vous puissiez réfléchir. J'y ai déjà réfléchi, Alba. Elle est maligne, elle se sauve après elle. Voilà, vous réfléchissez tout à l'heure. Il y a un candidat en langage télévisuel, car vous êtes notre grand témoin. Ah bon? Le Foll, mais oui. Alors, témoin de quoi?
c'est vrai. Mais moi, je sais pas. Grand, c'est vrai. Ouais. Alors, vous avez été ministre de l'Agriculture pendant 5 ans. Vous êtes député confirme. de la Sarthe. Vous êtes en campagne pour prendre la tête du PS. Vous êtes même chroniqueur météo hier pour BFM TV. Ils vous ont appelé dans le train. Et pour vous demander comment ça. Et vous avez fait votre conférence de presse depuis le train, au téléphone. Oui, je l'ai pas faite, justement. J'ai simplement dit aux journalistes qui étaient là que je m'excusais. J'étais vraiment dans le train. Alors, je regardais d'ailleurs cette belle campagne de Beauce avec des chevreuils qui se détachaient très nettement du paysage parce qu'il était blanc. Ah ouais, je vous le dis au passage, même vu les lièvres, j'ai été capable de discerner beaucoup d'animaux. Alors pour mieux vous connaître, voici votre portrait en chiffres. Le Foll déchiffré, c'est un sujet de Gaël Atlan. Oula, je crains pire. Oui, c'est bien. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Stéphane Le Foll, vous êtes l'un des visages du Parti Socialiste, celui même du hollandisme et l'un de ses rares soutiens, assiégé encore à l'Assemblée nationale. Ah, c'est ça, je confirme. C'est en 1994 que vous rencontrez celui qui deviendra votre ami et compagnon de route, François Hollande. C'est Fidel, ce qui est en politique une qualité rare. C'est un ami, il l'est devenu. Il a été ensuite un convaincu de ma candidature, quand beaucoup s'interrogeaient, et il était là. Et vous l'avez toujours été. En plein Hollande bashing, vous n'avez jamais quitté le navire. Porte-parole du gouvernement, vous êtes aussi devenu son meilleur avocat en fin de mandat avec en guise de plaidoirie un slogan pour le moins étonnant. On est critiqué, tout le temps critiqué, mais regardez quand même ce qu'on a fait. On est là aussi pour défendre ce que nous avons fait. Constant, vous l'avez été aussi au poste de ministre de l'Agriculture. 5 ans en rue de Varennes, un record de longévité. On a eu un immense ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Il a mis en place ce programme d'agroécologie. Ce programme d'agroécologie met tout simplement en place une agriculture qui permet de faire de la qualité alimentaire dans le durable, tout en assurant le revenu des agriculteurs. Moi, c'est pas une alternative chimique que je veux. C'est une alternative de modèle de production. Je suis sur une stratégie agroécologique. Ministre connu et reconnu, sauf peut-être par la FNSEA, principal syndicat des agriculteurs. En cas de conflit, de crise ou de baisse de régime, l'une de vos marques de fabrique est votre ton, direct. Moi, je veux bien être sympathique, mais on peut s'expliquer quand même. Parfois même cassant. J'ai vu Monsieur Griveaux dans le débat avec Laurent Wauquiez. Il a été mauvais. Souvent drôle. Je suis déjà très content d'être là, vous savez. Comme on n'entend plus le PS, qu'il n'y a plus rien du tout, donc de venir sur RTL un matin. Bref. Ben moi, quel dernier mot, hein. Sa grande qualité, c'est sa force. Sa force physique d'abord, hein. Sa force intellectuelle, qui sait où il va. Point. C'est donc en connaissance de cause que vous êtes parti le 8 janvier dernier aux côtés d'Olivier Faure, Emmanuel Morel et Luc Carvounas pour prendre la tête du Parti Socialiste dont l'agonie s'est confirmée aux dernières élections législatives partielles. Le parti est même tombé à 2,6% à Belfort. La tâche du prochain premier secrétaire est évidemment immense, voire vitale. Oui, il y a du boulot, merde. Et plus qu'en 2007. Le Parti Socialiste sera prêt pour 2007. Le Parti Socialiste est prêt, il a un projet. Alors question Stéphane Le Foll, êtes-vous prêt pour 2022 ? Alors voilà, vous avez dit, je cite et j'ouvre les guillemets, face à Wauquiez, Le Pen ou Mélenchon, il va falloir percuter, et ça je sais faire. Mais ne sont-ce pas plutôt vos amis qu'il va plutôt falloir percuter, selon le principe voltairien qu'il vaut mieux s'occuper de ses amis. Allez-y, sur Voltaire, oui. Non, vous savez, il a dit mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Oui, c'est ça. C'est Voltaire, ça. Ah, on a toujours des... Oui. Bon, bref. Ouais, on vérifiera. On vérifiera. Il y a un très gros doute là-dessus. Oui, moi aussi. Alors, on a, en politique, et ça a été rappelé par François Hollande, un vrai sujet sur les valeurs qu'on porte. Loyauté, fidélité. On me le reproche. Ça fait partie des sujets qui sont alignés pour dire « Ah non, pas Stéphane Le Foll, il a été fidèle à François Hollande. Il a été loyal quand il était au gouvernement. » Mais qu'est-ce qu'on peut réussir dans la vie si on n'a pas de fidélité et de loyauté ? Je pose simplement cette question. Que ceux qui sont encore au Parti Socialiste aujourd'hui, les militants qui sont restés malgré toutes les difficultés, est-ce qu'ils ne sont pas fidèles et loyaux ? Donc je me dis d'abord, premier élément, c'est une valeur que je porte et j'en suis fier. Ils pourront me critiquer, moi je suis fier de cette valeur. Et il y a suffisamment de gens qui, par opportunistes,
opportunisme plutôt, change et vadrouille pour que de temps en temps, ceux qui restent cohérents, eh bien, ils aient cette force de pouvoir le dire et de le défendre. Ça, c'est le premier point. Donc, ça fait pas que des amis. En tout cas, ça fait, vis-à-vis de soi-même, une cohérence et, je l'espère, une respectabilité. Mais c'est vis-à-vis et une des sincérité. autres. Ce qui compte, c'est vis-à-vis des autres. Ça compte vis-à-vis des autres. Je n'ai pas dit le contraire. Et si je vous dis ce que je vous dis, c'est pas parce que je me parle tous les matins en me rasant à moi-même, c'est parce que je parle aux autres. Monsieur Nolot, et si je suis venu ici, c'est parce que je vous parle d'ailleurs. D'accord, monsieur Le Foll. Oui, allez-y. Vous avez été une des personnalités emblématiques. Emblématique, je sais pas. Je vais vous dire de quoi, comme ça vous allez juger. D'un quinquennat qui a vu le PS passer de la concentration de tous les pouvoirs, ou presque, à la marginalité politique. Donc, moi, je vous dis, sans vouloir être désagréable avec vous, que pour moi, vous êtes l'anti-portrait robot de quelqu'un qui peut incarner le renouvellement du PS, puisque vous êtes factuellement le symbole de la chute du PS et de l'échec du PS et de sa marginalisation. Mais je vais vous répondre. La chute du PS, ce symbole, qui était celui du quinquennat de François Hollande, a été, et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans ce reportage, petit reportage, à un moment où j'ai essayé d'interpeller des gens qui ont fait que dans ce quinquennat, au-delà des erreurs de François Hollande, il y a eu une fronde, on l'a appelé, une contestation qui s'est faite devant les Français de l'exercice de la responsabilité dans un moment qui était difficile. Ça a duré 5 ans. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, on n'en sort pas avec c'est la faute l'étendard. C'est pas que la faute des fondeurs, je vous l'ai dit. Mais il y a aussi cette division interne qui est liée à quoi? Et on va revenir à la présentation d'Alba Ventura. Au fait qu'il y a plein de sujets sur lesquels on n'a jamais voulu ni vraiment discuter, ni vraiment trancher. Qu'on a laissé tout ça avancer. Mais quand on arrive face aux réalités, quand on est à la tête d'un pays, c'est pour le faire réussir. On est là avec des idées, des convictions. Mais il y a aussi une réalité. J'étais ministre de l'Agriculture 5 ans. La réalité de l'agriculture, moi je veux la changer. J'ai voulu, et je l'ai dit, avec l'agroécologie, changer l'agriculture. Mais j'ai été confronté, vous l'avez rappelé, à une réalité, une histoire, qui fait que la FNSEA était opposée à ce projet. Et ça, c'est une réalité. J'ai été obligé d'en tenir compte. Parce que c'est le syndicalisme majoritaire dans l'agriculture aujourd'hui. Mais en même temps, ça m'a pas empêché de porter des idées nouvelles pour l'agriculture et de préparer ce qui me semble être la mutation inévitable de l'agriculture entre cette performance économique et environnementale absolument nécessaire. Je l'ai écrit dans mon livre. Donc, les idées et ce qu'on a fait, ça ne peut pas être jugé uniquement à l'aune de l'échec du quinquennat. Oui, enfin ça compte beaucoup quand même. Ça compte beaucoup. Et monsieur Nolot, si on en reste là. Elle est sur vos épaules. Et sur mes épaules. Et donc, comme ça compte sur mes épaules, je le porte. Mais en même temps, ce qu'on a fait, quand on va parler concrètement, départ de la retraite à 60 ans aujourd'hui, par exemple, avec la CSG, dont tout le monde parle. Mais le départ à la retraite à 60 ans. Débat d'ailleurs qui avait été celui de Dijon au moment d'un congrès du PS en 2003, où François Hollande avait fait le choix de la durée de cotisation et pas de l'âge légal. Ceux qui peuvent partir à 60 ans aujourd'hui, quand ils ont 41 années et demie de cotisation, c'est un décret de François Hollande le 29 juin 2012. On s'apercevra de la décision qui a été prise et de la cohérence qu'il y avait derrière le fait que c'est la durée de cotisation qui est l'élément structurant du départ à la retraite, que lorsque, et ça va arriver assez vite, on le supprimera. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. C'est pour ça que la gauche, c'est de dire, mais attendez, il va falloir que d'autres arrivent au pouvoir pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on a fait. Voilà. Donc je suis là pour le dire. Et en même temps pour ouvrir d'autres perspectives. Monsieur Le Foll, moi j'aimerais essayer de prendre un peu de distance avec vous et de vous parler. Non, avec vous, je veux dire, de pas parler de vous, très proche. de parler du Parti socialiste. On sait dans la vie politique, dans l'histoire de la vie politique, que les partis sont comme les hommes, voire comme les civilisations, sont mortels. Le Parti radical qui a dominé la Troisième République est mort. Le Parti communiste qui a était vraiment le parti majeur de la 4e et même du début de la 5e est moribond. Pourquoi le parti gaulliste n'existe plus en vérité? Bon. Pourquoi ne pas admettre que le Parti socialiste a fait son temps, que c'est fini, que la synthèse politique, qui représentait d'ailleurs une synthèse sociologique, c'était cette alliance entre les classes moyennes et les classes populaires, qui avait été le fond du parti d'Épinay des années 70 et puis qui avait porté au pouvoir
Mitterrand et la gauche socialiste, pourquoi ne pas admettre que ce parti est mort, c'est terminé, son temps est révolu d'ailleurs. Ce n'est pas seulement en France, je vais être moins sévère que vous paradoxalement, vous savez bien que c'est toute la social-démocratie en vérité européenne qui est dans une crise majeure dans la mondialisation. On ne va pas refaire cette discussion qu'on a déjà eue, mais vous le savez aussi bien que moi. Donc pourquoi ne pas admettre que c'est fini et que, en vérité, le mandat de François Hollande préparait le mandat d'Emmanuel Macron, que cette gauche, si vous voulez, rocardienne, cette deuxième gauche libérale, européenne, était en gestation depuis des décennies et qu'elle a fini par avoir la peau de la vieille gauche colbertiste, ce qu'on appelait la première gauche, enfin vous savez ça aussi comme moi, et que c'est fini et que tout ça, le fleuve est allé dans la mer macronienne et qu'il n'y a plus lieu de retenir le fleuve. En clair, vous avez compris, qu'est-ce que vous foutez là? Vous devriez être chez Macron et qu'on en parle plus. Et ben voilà, donc qu'est-ce que je fais là? Vous oubliez une chose, c'est que derrière un parti, il y a d'abord des idées et des valeurs. Je suis d'accord. Celle-là, elle continue à exister. C'est vrai que la question d'un parti, ça peut être à la fois une existence, une montée en puissance et un déclin. Mais les idées et les valeurs, ça c'est autre chose. Et si j'ai choisi Jaurès, c'est parce qu'à un moment où il y avait le parti radical, à un moment où il y avait des grandes questions qui étaient posées sur Dreyfus, pas Dreyfus, qu'est-ce qu'a fait Jaurès, contrairement à Gued, qui a choisi la lutte des classes et qui n'a pas voulu aller sur le débat de Dreyfus? Jaurès a choisi l'humanité. Eh bien ça, et la justice. Et ça reste plus que jamais vrai. Qu'est-ce qui fait que Macron, aujourd'hui, va connaître des difficultés? C'est qu'il a fait un choix purement libéral et pas social-démocrate. Laissez-moi finir. Je vous laisse. Quand il fait son choix est magnifique. sur l'impôt sur la fortune, quand il fait son choix sur le prélèvement forfaitaire unique pour le capital, alors que je le rappelle au passage, sous Hollande, la fiscalité du travail et du capital avait été mise à équivalence. Pour la première fois. Ouais, c'était une catastrophe. Mais c'était pas une catastrophe, la preuve que les mesures, Monsieur Zemmour, le président de la République le dit lui-même, les mesures qu'il a prises auront un impact dans 2 ans. Donc la situation économique d'aujourd'hui, ce sont aussi des mesures qui ont été prises sous François Hollande. Qui a permis. Vous savez très bien. Mais vous avez passé votre temps à compenser ça avec le CICE et compagnie. Vous savez pas reconnaître les choses. Mais c'est vous qui ne reconnaissez pas les choses. Vous avez vous-même corrigé votre surfiscalisation du début du quinquennat avec le CICE. Mais pourquoi? Mais vous oubliez tout. Qu'est-ce qui avait été dit par François Hollande? On aura nécessité d'avoir des efforts pour pouvoir redistribuer ensuite. Pourquoi? Parce que quand on arrive, il y a 5,2% de déficit budgétaire. Ça, c'est vrai. Il y a 20 milliards de déficit de la sécurité sociale. À quel niveau est le déficit de la sécurité sociale? 400 millions. 20 milliards, 400 millions. Ouais, enfin, nous faire tous les reproches. Mais attendez, on n'a rien fait. Payé, hein. Vous n'avez pas fait d'économie, le fol. Hein. C'est justement. C'est nous qui avons payé, c'est les impôts. Mais on a payé pour redresser un pays. Mais on fait des économies normalement. Mais on a fait des économies. Et on a fait des économies. On a suffisamment entendu en partie les collectivités locales lorsqu'on a demandé à faire des économies. Quand moi, j'ai fait des économies sur le budget de l'agriculture, on a fait des économies contrairement à ce qui est dit. Donc tout ça, il faudrait dire, parce que ça a été un échec, on n'a rien fait. Mais non, vous plaisantez. Et c'est pas moi que vous allez convaincre, surtout pas. Et donc je vais défendre ça. Et en même temps, les valeurs et les idées. Qu'est-ce qui fait le problème aujourd'hui? Et en particulier sur cette question de la globalisation, de la mondialisation. Bien entendu ce qu'a dit Strauss-Kahn. La social-démocratie a disparu parce qu'elle n'a pas su prendre en compte la mondialisation. Eh bien moi j'ai une idée très simple sur ce sujet, et vraie. C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'internationalisme, celui de l'origine du socialisme, qui a été complètement oublié. Moi, je me souviens d'un congrès de l'Internationale socialiste en 99 à Paris, où il y avait le débat sur la troisième voie, Blair, Schroeder, Gutiérrez, qui est devenu secrétaire général aujourd'hui de l'ONU, Yasser Arafat, je ne connais pas, c'est pas grave. Non, je vais vous arrêter. Yasser Arafat, vous voulez revenir, mais Yasser Arafat et Ehud Barak, dans l'Internationale socialiste. S'il n'y a pas un mouvement politique qui pense la globalisation politiquement, c'est l'économie qui s'impose. Donc, la question qui est posée par rapport à la mondialisation, c'est aussi de réinvestir ce débat de l'internationalisme. Premier point. Deuxième point sur les inégalités. J'ai écrit une note que vous n'avez pas lue dans la Fondation Jean Jaurès sur la concentration du patrimoine dès 2016. Sur le fait qu'aujourd'hui, on a 1% des plus riches. Non, mais est-ce que je peux vous ramener un peu sur terre, Monsieur Le Foll? Parce que là, alors si Monsieur Dolo, vous allez me dire que moi, j'ai pas épée sur terre, alors que j'ai été élu à 23 ans dans un village de 256 habitants, mais arrêtez! Non, c'est pas ça.
vous pouvez avoir des opinions, vous pouvez me critiquer, mais vous pouvez pas me moquer. Je ne me moque pas de vous. Le retour à terre, ce que vous dites est très digne, très noble, non, c'est pas ça. C'est pas ça le débat aujourd'hui. Alors, le débat qu'a posé M. Zemmour. Mais moi, je réponds. Le débat. Alors, c'est un autre débat que vous posez. Non, c'est pas ça. C'est que si je vous répondrai après. Parce que au contraire, vous avez abordé très bien le débat. Moi, je suis d'accord avec vous. Oui, moi, je l'ai placé au niveau je suis d'accord. où il voulait le mettre. Très bien. C'est pas mon niveau. Excusez-moi d'être plus terre à terre. Monsieur Delot, je vais vous répondre. Si on compare la situation politique à une pièce de théâtre, on a l'impression. Non, mais alors ça. Laissez-moi finir. Alors là, c'est catastrophique. Laissez-moi finir. On a l'impression que tous les rôles sont distribués. Il y a le parti majoritaire, il y a le parti d'opposition qui a l'air d'être maintenant les Républicains, c'est le plus structuré, et puis il y a les rôles des partis protestataires. On a l'impression qu'il n'y a pas d'emploi au sens théâtral, il n'y a pas de rôle pour vous, sinon celui de figurant. Je ne vois pas ce que le PS peut apporter, peut faire valoir comme partition. Il me semble que tout est couvert par le champ politique français. C'est faux. Et quand Zemmour vous dit allez chez Macron, c'est un peu ça aussi mon idée. Alors si c'est ça, alors la question, c'est quelle est la place du PS aujourd'hui? Oui. La place, elle est entre la République en marche de Macron et ses choix très libéraux, et la gauche protestataire, qui elle a des choix radicaux, mais qui ne seront jamais une alternative. Avec une alternance politique. Et vos électeurs sont partis moitié vers l'un, moitié vers l'autre. Eh ben, c'est justement l'enjeu de ce congrès, c'est d'aller récupérer les électeurs qui sont partis et vers l'un et vers l'autre. Ben voilà. Donc la place du Parti socialiste, elle est là. Mais oui, mais vous pouvez faire le constat puis dire, alors j'ai entendu tout à l'heure le débat qu'il y avait avant, on fait rien. Moi, je pense qu'il y a une place. Et quand je le dis, c'est parce que contrairement à ce que vous dites, moi, je suis sur les marchés et j'habite le quartier des Rifaudières, ancien quartier de chez Renault, au Mans. Je suis au Mans et j'y vis au Mans. Donc j'entends ce qu'ils me disent, les gens. Ben et nous, on est où? Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites pour nous maintenant aujourd'hui? Est-ce que vous allez vous redresser? Parce qu'on en a besoin. Donc je les entends. Ils n'ont pas envie d'aller voter Mélenchon. Ils n'ont plus envie d'aller voter pour Emmanuel Macron. Déjà? Eh bien, il faut être capable d'offrir une offre politique entre les deux. Alors vous pouvez en douter. Non, mais ça, c'est pas ça. légitime. C'est quand vous parlez d'internationalisme, je me dis que c'est pas l'argument qui va ramener les gens vers vous. Parce que c'était la question qui était posée. Soyez au moins cohérent. Il y a M. Zemmour qui me dit. Monsieur Le Foll, non mais vous laissez pas. Parce qu'entre un nationaliste comme M. Zemmour et un internationaliste, le débat, il est fondamental. Mais absolument. Mais Monsieur Le Foll, moi je vous remercie de votre réponse de tout à l'heure. Laissez les sarcasmes de Nolot, on s'en moque. Moi, je vais continuer sur cette discussion-là, si vous le permettez. Parce que c'est très intéressant. Vous avez dit deux choses. Vous avez dit Jaurès. Vous avez dit, moi, je choisis Jaurès contre Jules Guesde pour faire un point d'histoire, mais vous l'avez déjà fait. En gros, Jules Guesde a dit, ça c'est une histoire de bourgeois. Et même devant Clémenceau. Mais absolument. Si vous voyez ce que je vais faire comme référence. Absolument. Et Jules Guesde avait dit, c'est une affaire de bourgeois, l'affaire Dreyfus, et Jaurès a dit, mais non, c'est une principe des droits de l'homme, etc. Enfin, il a hésité au départ, mais passons. Il a hésité au départ, mais passons. Parce que c'est la synthèse, elle se fait là. Je suis d'accord. Le socialisme français se crée là. Tout à fait d'accord. Sauf que, et vous allez voir que ça nous amène très vite aujourd'hui et très vite à notre discussion sur l'internationalisme et le libéralisme. Sauf que cette synthèse de Jaurès, justement, quand vous comprenez aujourd'hui ce qui s'est passé et que vous lisez par exemple Jean-Claude Michat qui a des analyses très pertinentes là-dessus, il vous explique que justement c'est ce choix-là de Jaurès qui prépare la soumission des socialistes à la bourgeoisie, au capitalisme et au libéralisme. Donc en fait, tout est lié, Monsieur Le Foll. Vous avez tout à fait raison. C'est cet internationalisme jaurésien qui vous emmène à la soumission de la bourgeoisie internationale. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la chute du mur et depuis la mondialisation? Vous avez été les idiots utiles. Ça fait longtemps que j'avais pas employé cette expression. Ça nous manquait. Ah, merci. Ou pas. Mais Monsieur Le Foll sait que je ne l'insulte pas en disant ça. Non, parce qu'il y a des invités qui se sont insultés quand je dis ça. Bon, donc vous avez été les idiots utiles du capitalisme mondialisé. Votre internationalisme, et c'est ça qui a tué la social-démocratie, c'est qu'elle n'a pas compris que sa force était justement d'être à l'intérieur des nations, de faire des compromis sociaux entre les classes sociales à l'intérieur des nations. À partir du moment où il n'y a plus de frontières, où il n'y a plus de nations, vous êtes morts. Mais vous êtes morts. Et donc votre internationalisme... Vous êtes attendez, excusez-moi. Vous avez tort. Est-ce que j'ai dit que vous étiez obsessionnel? Non, mais oui, mais vous avez une obsession. Je ne sais pas psychiatriser, moi. Non, c'est pas du tout une obsession. Mais attends. Pas du tout. Mais vous venez de le répéter. Vous avez oublié de dire qu'entre Jaurès et aujourd'hui, il y a eu Blum, le Front Populaire. Et alors Les congés payés, c'est rien. Total. C'est rien? Un bit total. Arrêtez. Un bit le Front total. Populaire, c'est un bit total. Mais c'est pour ça, c'est votre responsabilité. Arrêtez. J'arrête pas. Vous n'allez pas nous faire le romantisme des congés Mais attendez, monsieur Zemmour, le romantisme de quoi? Les congés payés existent depuis quand?
Qui c'est les mêmes que ceux que vous représentez aujourd'hui, qui critiquaient à l'époque la grande bourgeoisie nationale, quand le cartel des gauches est arrivé, la grande bourgeoisie des 250 familles qui devaient partir, 200 si vous voulez, un peu moins que 250, très bien. C'était pas déjà ça, votre nationalisme? Vous pensez que vous le rendez indépendant de la bourgeoisie et du capitalisme, mais vous étiez plein dedans. Donc, l'internationalisme, et quand on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui à régler, je suis désolé de vous le dire. Mais les grands patrons, ils sont aussi internationalistes que vous, le Foll. Le climat. On demande à Carlos Ghosn, il est aussi internationaliste que vous. Et les enjeux climatiques aujourd'hui se règlent comment? Tout seul? Chacun dans son coin? Les grands enjeux de l'évasion fiscale se restent tout seul, chacun dans son coin. Les grands enjeux des migrations, ça se règle tout seul, en fermant et en mettant des murs, comme Monsieur Tropan. Ben non, vous vous trompez. Oui, les Hongrois, ils font ça tout seuls, ils se démerdent très bien. Les Hongrois, ils se débrouillent très bien parce qu'il y a l'Europe. Non, pas du tout. Au contraire. C'est parce qu'ils ont dégagé l'Europe. Dites-leur aux Hongrois. Non, dites aux Hongrois, quittez l'Europe. Mais je vous parle pas de ça, je vous parle des frontières. Oui, mais vous parlez pas de ça, parce que vous ne venez jamais aller jusqu'au bout de votre propre logique. Non, pas du tout. Regardez ce qui se passe avec la Grande-Bretagne aujourd'hui. Et alors, Brexit sorti. Moi, je vous parle des frontières et de l'immigration. Mais vous ne parlez que des migrations. Eh ben oui, les grandes migrations. Les Hongrois se débrouillent très bien parce qu'ils ont dégagé l'Europe. Ils rien du tout, ils se débrouillent rien du tout. C'est parce qu'il y a l'Europe qu'ils se débrouillent. Ils seraient tout seuls sans l'Europe. Et les grandes migrations de demain, que vous le vouliez ou non, vont être nécessairement à traiter à l'échelle internationale. Mais oui! Bon. Ça, vous voulez pas le regarder. Non. Bon, alors ensuite, la pièce de théâtre, la place, je vous l'ai dit, eh ben la place, elle est là. Entre ce nationalisme qui existe, et qui est incarné, ce matin, je l'ai entendu, Dupont-Aignan et tous les autres qui vont essayer de se rassembler pour remettre des frontières. Grande perspective pour l'avenir. Et pour l'humanité. Et l'humanité. Bon. Ben voilà. Et puis le Parti Socialiste, dans ce moment-là, sur ces grandes questions liées à la justice, et je vous l'ai dit sur la fiscalité, c'est très clair, et je l'ai écrit dès le mois de juillet en disant le vrai point de clivage, c'était pas la question pour moi des ordonnances, et je savais que Mélenchon allait pas réunir ce qu'il pensait réunir, mais ça va être la question de la fiscalité et de l'effort à qui il est demandé. Aujourd'hui, quand je vais sur un marché, les gens disent moi c'est la CSG, et pendant ce temps-là, on a donné plein d'argent à ceux qui en avaient déjà beaucoup. Ben voilà. Et ben la justice fiscale, ce qui fait la justice, c'est aussi la place du Parti Socialiste. Je poursuis mon idée. Quand vous aurez été élu premier secrétaire du PS, la première échéance électorale, ce sera les élections européennes. Alors là aussi, je reprends mon idée de la pièce et des partitions et des rôles. Quelle est la position que peut occuper le PS entre Macron, qui est quand même très pro-européen, la moitié des Républicains qui est quand même pro-européen. Donc vous, je sais que c'est votre orientation aussi. Est-ce que le PS a une voix originale et singulière à faire entendre dans ce contexte et sur cette thématique? Premier point. Européen, oui. Si on est internationaliste, on est européen. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est un projet post-nationaliste. C'est pour ça que la différence avec Zemmour est fondamentale. Ah, je suis d'accord. Et ça fera une différence politique. Premier point. Alors, on est pas d'accord. barbouiner. Je suis dans l'Europe et je pourrais en sortir. Jean-Luc Mélenchon. Si l'Europe fait pas ce que veut la France, on la quitte. Conséquence de la quitter. Quel a été le problème du débat qui a eu lieu au deuxième tour? C'est qu'on voit. Et les Français le savent. Et les couches populaires le savent. Quand moi, j'avais vu, après le Brexit, des gens venir me voir en me disant, mais on va quand même pas perdre l'euro. Alors que je leur avais dit, non, en Grande-Bretagne, il n'y a pas l'euro. Qu'est-ce qui se disait? C'est-à-dire que nos économies, qu'est-ce qui va se passer? Couche populaire par rapport à l'Europe. Donc, européen. Après, choix politique dans l'Europe. Alors là, il y a des sujets de différence. Et il y en aura un en particulier. Je l'ai déjà pointé dans le texte que j'ai écrit. Celui sur le budget. L'Europe aujourd'hui. Après le Brexit, on va avoir une grosse question budgétaire. Est-ce qu'on fait un effort? Est-ce qu'on change les règles? Est-ce qu'on construit un budget avec une ressource propre ou pas? Et cette ressource propre a un avantage, et je vais le dire tout de suite à M. Zemmour, c'est qu'elle permet justement de diminuer les contributions directes des États. Et de faire en sorte qu'on ait un débat démocratique européen sur la partie qui concerne l'Europe avec un budget et une ressource européenne. Là va être le débat. Et là, à mon avis, sera la différence. Il vous a répondu. Ah oui, non, mais alors, Jean-Christophe Cambadélis a dit que l'avenir de la gauche, d'une gauche de gouvernement, disons, ça serait d'en finir avec le jacobinisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut... Alors si on en est encore sur Jacobin Girondin, c'est qu'on n'a pas regardé ce qui s'était passé. Oui, j'ai bien entendu ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis. Moi, je suis d'origine provinciale. Breton et sartois. Je sais ce que c'est que cette France qui est girondine. Je sais aussi ce qu'on a fait sur la décentralisation. Je sais aussi ce qui a été fait avec les réformes administratives, intercommunalité, métropole et grandes régions.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est donner du contenu et tout ça, du contenu politique. Et cet acte nouveau de décentralisation, parce qu'on a plutôt fait des actes administratifs en termes d'organisation du territoire, c'est une question qui nous est posée. C'est pas un débat à nouveau sur Jacobin et Girondin. Non. On a besoin de l'État, mais on a besoin aussi de donner beaucoup plus de souplesse au territoire. Et ça, j'en suis convaincu. Donc l'acte 2, ou 3 plutôt, de cette décentralisation qu'il faut faire, c'est d'arriver à avoir des responsabilités qui soient données aux collectivités, en partie du pouvoir réglementaire, pour pouvoir mieux répondre et mieux s'adapter à des réalités qui sont différentes selon les régions. Monsieur Le Foll, et les grandes métropoles, et d'un certain nombre de choix qui sont à faire. Voilà comment je conçois les choses. Moi, je suis pas simplement sur un débat qui date quand même depuis Jacobin-Girondin. Je suis sur un débat sur... Il est toujours valide, ce débat. Oui, en partie. En partie, oui. Parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, quand il y a besoin de l'État, il faut qu'il y ait l'État. Donc le jacobinisme ne peut pas se passer d'un État. Ah oui, ça. Et le jacobinisme, le girondisme ne peut pas se passer d'un État. Donc il ne faut pas non plus raconter des histoires. Mais on doit avoir un axe supplémentaire de décentralisation. Donc vous voulez encore plus de foutoir que depuis 30 ans? Non, mais c'est pas un foutoir. Depuis 30 ans, la décentralisation à la mode socialiste a été une catastrophe. Non, collège, lycée, si les investissements au niveau des régions, au plus près des besoins, avaient toujours été remontés au niveau national pour pouvoir y répondre, vous croyez qu'on aurait répondu? Excusez-moi, dans les années 60, on y a répondu. Mais on y a répondu dans les années 60. Combien il y avait d'habitants en France dans les années 60? Il y avait 50. Oui, à peine. On est combien aujourd'hui? 66 millions. On n'arrête pas d'augmenter. Donc on a besoin de répondre à des besoins locaux, territoriaux, qui sont nécessaires. Et penser, et d'avoir cette espèce d'esprit centralisateur pour penser que ça sera uniquement au niveau centralisé qu'on va pouvoir prendre des décisions qui s'appliquent au niveau local, c'est faire une erreur. C'est ce que fait Macron. C'est ce que fait Macron. Alors Macron, c'est la présidentialisation du pouvoir. C'est la centralisation aussi. Et c'est une centralisation. Regardez ce qui se passe, et vous verrez. Quoi? C'est pas forcément ce qui répond le mieux aux aspirations de tout le monde. Alors, Jean-Marie Le Guen... Vous êtes le premier à le dire, d'ailleurs, suffisamment souvent. Jean-Marie Le Guen aussi a dit que les socialistes devaient faire leur deuil du PS. Est-ce que si vous prenez la tête du PS, vous changez le nom? Ça, c'est une question, je l'avais évoquée déjà. Moi, je serais plutôt pour dire les socialistes. Mais ça sera une question qui sera posée aux militants socialistes, dans le cadre... Quelle différence entre les socialistes et les partis socialistes? Changer de nom. C'est trop changer de nom entre parti socialiste et les socialistes. Je pense que les socialistes, cette vocation à ouvrir plus. Ah bon? Mais ça... C'est un show. On dit les républicains. Oui, mais c'est ridicule aussi, alors. Bon, mais ça, je connais. Après, vous me donnerez, pour meilleur LCR, le gaullisme. Qu'on disait les gaullistes, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça s'appelait l'UNR. Oui, mais on disait les gaullistes. Vous êtes gaullistes. Bon, voilà. Donc, les socialistes. Mais après, c'est les militants qui décideront. Moi, j'ai proposé que dès la fin du congrès, et d'ici septembre, il y a un grand débat, les assises des socialistes, et on discute de ça, et c'est eux qui décident. Vous êtes d'accord avec François Hollande? Il y a un candidat de trop entre vous et Olivier? Mais moi, je ne veux pas faire de commentaires sur ce que dit François Hollande. Moi, je suis candidat, point. Et j'irai avec la ligne qui est la mienne. Et ma liberté. Voilà. Je peux me mettre à commenter ce que peut dire François Hollande. Non, mais c'était Alba aussi qui disait vous êtes plus flamboyant, vous êtes plus, il est plus, comment dirais-je, percutant. Mais il était très sympathique, Alba, d'ailleurs. C'est dommage qu'il soit parti, parce qu'après, oui, j'ai gardé que... Est-ce que c'est Alba, est-ce que vous pouvez revenir? Est-ce que c'est un parrainage un peu embarrassant, celui de François Hollande? Mais c'est pas un parrainage. Moi, j'ai pas besoin de parrainage. Moralement, un parrainage moral. Je suis sûr qu'il voterait pour vous. Moral. Oui. Au sens. Manifestement, c'est embarrassant. Au sens où vous êtes son candidat de raison, de cœur, de. Mais ça. Il va voter pour vous, de toute façon. Oui, c'est ce que je crois. Ça concerne François Hollande. Moi, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est d'éviter de laisser toujours cette idée qui consisterait que moi, je ne sois mu que par une chose, c'est ce que me dit François Hollande. C'est faux. Quand j'ai fait l'agroécologie, qui c'est qui a fait voter cette loi? Je rappelle que cette loi a été votée toute la gauche, Frondeur compris, Parti communiste compris, écologistes compris, radicaux compris, centristes de l'UDI compris. Large. Dans la loi, l'agroécologie. J'ai été appelé en disant tiens, je voudrais... tu n'aurais pas quelque chose à me proposer? On en était encore à la chimie verte. Bon. Donc je ne vais pas chercher mes idées. Et aujourd'hui, je suis libre de pouvoir me présenter sans être obligé tout le temps de me justifier. Une dernière petite question à vous poser. Vous avez distribué les... Vous m'avez invité, donc c'est vous qui posez la question. Trop bon. Vous avez distribué les responsabilités. Vous avez dit qu'il y a eu des erreurs dans le quinquennat. Vous avez mis en avant la responsabilité des frondeurs. Je voudrais savoir où vous placez Manuel Valls dans cette distribution des mauvais points.
Ah ben Manuel Valls a été Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, il a fait... Mais il y a eu... Et à la fin, oui. Je l'ai dit, moi, à la fin, ne m'a pas plu du tout. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas soutenu pendant la primaire, au début de la primaire. Parce que la manière dont ça s'est passé à la fin, le côté, je me souviendrai de Claude Barthelone qui va un samedi en disant il va y avoir une primaire entre le président de la République et le Premier ministre, l'interview du journal du dimanche. Non, là, il y a un moment où moi, je dis stop. Voilà. Qui porte sa part de responsabilité. Et il y a dans tout ça une espèce de jeu qui s'est mis en place et qui a abouti à ce que vous savez aujourd'hui. C'est la dernière minute de l'émission. Est-ce que... Ça sera plus long. Alors, oui, peut-être, parce que la question c'est, est-ce que François Hollande a été un bon président pour vous? Alors, il y a deux choses dans cette question. Il y a, est-ce qu'il a pris des décisions qui étaient, pour le pays, importantes et nécessaires? Oui. Que ça soit sur la lutte contre le terrorisme, que ça soit dans le débat sur le terrorisme à l'intérieur, qui ont mis en difficulté sa propre majorité. Il l'a fait pour le pays. Que ça soit sur les questions économiques. Tout n'est pas lié aux mesures de François Hollande. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Le contexte européen, international. Mais une partie de l'investissement et du redressement des entreprises françaises est liée à des décisions qui ont été difficiles. Vous savez très bien qu'il n'a jamais été président. Il a pris des décisions pour un pays comme un président et il a été, à ce titre, un bon président. Après, il y a d'autres sujets où dans la manière dont il a incarné sa présidence, où là, il y a eu des points qui ont été contestés et contestables. Voilà. Je suis très clair. Bah oui. Beaucoup, merci Stéphane Le Foll d'être venu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah dis donc. Merci, je signale la parution à l'automne dernier de ce livre. Excellent livre. La première grève chez Kalman Levy. C'est l'histoire. Et modeste. Oui, non, très bon livre. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Elle est signée Jean Jaurès, elle est pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Il a resté zen sur Paris Première. C'est ce que disait Clémenceau.